Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur consonational.fr. La maison de disques du chanteur de La Mano Negra, groupe rock alternatif des années 90, vient de mettre un terme à une collaboration pourtant bien ancrée, autant financièrement que musicalement. Tout cela, à cause d'une crise socio-politique due à notre président. Bah oui, les Français, excédés par ses actions scélérates et punitives, lui passent forcément des messages avec l'espoir d'être entendu, ce qui est complètement normal, puisque le talardier de l'Élysée a pour mission de nous écouter. Mais il y a un problème, car les mots utilisés, justement, font souffrir l'artiste que j'ai nommé en début d'émission. Bah oui, avoir une similitude avec la bête a pour effet primaire une perte des valeurs, perte d'identité. Alors, soyez bienveillants, utilisez plutôt des formules telles que Macron fout le camp ou encore dehors machin. Nous devons du respect à ceux qui font briller les arts. Citer son nom est insultant pour ce génie de la partition et l'humain qu'il est, et il nous faut donc le préserver en évitant de dire son patronyme. Cela doit être terrible pour lui. Lui, Manu Chao. Allez, bonsoir et bienvenue. Un petit peu d'humour pour commencer l'émission, ça fait du bien. Bonsoir Philippe, bonsoir Yota, bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à vous qui nous faites l'honneur et le plaisir de regarder cette émission, La France Libre. Merci pour cette émission tonitruante véritablement. Et puis là, il faut rétablir un peu les choses, parce que tout le monde ne connaît pas Monsieur Manu Chao, qui est un chanteur qui correspond à peut-être plus à ma génération qu'à celle des plus jeunes, évidemment. Et ne pas confondre avec une injonction qui pourrait être Manu Chao, évidemment, à mettre les deux en parallèle. Et merci pour ça, pour cet exercice que tu as réussi, Sylvain, hein, à toute blinde. Mais on a tout bien compris, tout bien entendu. Alors, merci donc. Et puis, tout simplement rentrer dans les détails des choses. Alors au niveau local, je dirais au niveau franco-français, on est en train de basculer vers l'automne, qui lui-même nous annonce des changements de température tels que nous devons mettre le chauffage. Et le chauffage, ça nous ramène à la question énergétique et à son prix. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas de hurlement. On s'aperçoit que le prix du gazole à la pompe, pour rester sur un sujet à peu près équivalent, a plutôt baissé ces derniers temps. C'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, donc il y a une sorte d'apaisement et le calme avant la tempête. Alors quelle tempête, évidemment, c'est la question qu'on se pose. Alors nous n'oublions pas que nous avons vécu une tempête de l'autre côté de l'Atlantique. Alors bien sûr la tempête physique avec les Carolines du Nord et du Sud, hein, qui sont des régions qui ont souffert. Également la Floride qui a souffert. Donc voilà, tout ça c'est encore en cours de développement et de réparation. Et puis il y a eu la tempête évidemment politique, la politique par laquelle on s'est aperçu que non seulement M. Trump avait gagné, mais qu'il avait gagné haut la main et qu'il avait même eu le vote populaire, qu'il n'était pas à gagner d'avance, qu'il avait la majorité au Sénat. Voilà, tout va bien, tout est dans le rouge, si je puis dire. D'habitude, c'est l'inverse. Ça veut dire que quand on est dans le rouge, c'est que ça va pas. Mais en l'occurrence, parce que ce sont les républicains américains, le rouge, c'est leur couleur, donc tout va bien pour eux. Voilà ce qu'on peut dire. Et à ce propos-là, justement, il y a des listes qui arrivent. Alors pas des listes négatives où on est licencié, hein, c'est pas ça du tout. C'est des listes qui arrivent aux États-Unis d'Amérique suite à l'élection de Monsieur Trump et suite à cette élection. Donc, il y a un certain nombre de personnes, je ne connais pas le détail de qui fait ça, mais qui édite des listes de personnes qui ont vocation à rejoindre les équipes de Monsieur Trump. Alors c'est pas des ministres, c'est des conseillers. C'est des sachants, on pourrait dire ça comme ça, hein, qui sont choisis et qui sont mis sur des listes et qu'on envoie à Monsieur Trump en lui disant voilà, on aimerait bien qu'un tel participe, ou soit en tout cas fasse partie d'un conseil que vous pourriez utiliser utilement. Alors dans cette liste, j'ai remarqué qu'il y a un monsieur qui s'appelle Michael Salla. Alors Michael Salla, c'est un écrivain qui est spécialiste on va appeler ça l'exopolitique, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les civilisations qui ne vivent pas sur Terre, ou en tout cas qui ne vivent pas aux yeux des terriens. Et ça paraît bien évidemment de la science-fiction. C'était de la science-fiction il y a encore pas si longtemps, mais c'est devenu une science tout court. C'est devenu, je dirais, un témoignage. Et ce monsieur fait partie de ces gens qui vont chercher les éléments surnaturels ou réputés tels et qui en retirent du naturel si on veut bien admettre que nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Ce que moi, personnellement, j'admets complètement. Donc voilà. Et donc ce monsieur, Michael Salla, eh bien, il va probablement être, enfin, il était, comment dirais-je, la personne qui a mis son nom sur le papier devait penser au fait que Monsieur Trump a créé la Space Force. N'oublions pas qu'il a créé la Space Force, Monsieur Trump. Alors notamment avec Monsieur Elon Musk, évidemment, mais il n'y a pas que Elon Musk qui est impliqué dans la Space Force. Typiquement, ce qu'on lit dans les documents de Monsieur Michael Salla, j'ai un de ses livres sous les yeux que je peux vous montrer, hein, voilà.
Fédération Galactique, Michael Salla, etc. Rôle et présence sur Terre, voilà, des choses très concrètes, hein, extrêmement concrètes, et qui renvoient vers notamment l'histoire de la divulgation à la télévision américaine. Il parle notamment de Star Trek et de la raison pour laquelle son auteur a eu toutes ces idées géniales, parce que justement elles étaient piquées entre guillemets hein, sur des faits tout à fait réels dont il a vu le témoignage. Voilà. Donc je trouve que c'est bien de faire cette ouverture vers dès l'instant où il existe une Space Force. Il est logique de faire une ouverture non seulement sur les autres pays, parce que c'est de ça dont on veut parler le plus souvent quand on fait de la politique. Donc quand je dis les autres pays, c'est par exemple les BRICS, c'est par exemple l'Europe, c'est par exemple l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, évidemment. Donc voilà. Donc ce monsieur Trump, il va s'entourer de gens qui ont des compétences et qui vont pouvoir aider. Alors ça nous ramène à l'idée de ce qu'on appelle chez nous les sachants, hein, puisqu'on est en train de travailler au sein du CNTFCH avec une sorte l'idée d'un aréopage de personnes qui ont des compétences qui vont pouvoir aider la croissance de notre démocratie, hein, tout simplement, hein, qui vont faire partie de cette démocratie. Il n'y aura pas que des gens élus, il y aura aussi des gens mandatés. Il y aura pas, enfin des gens élus, il n'y en aura pas, sûrement, on est d'accord, mais il y aura surtout des gens mandatés. Voilà, donc mandaté pour faire un certain travail. Comme on pourrait dire que ce monsieur Michael Salla pourrait être un jour mandaté par monsieur Trump pour tout simplement nous expliquer ce qu'il y a au-dessus, quoi, ce qu'il y a au-dessus de nous. Voilà ce que je voulais dire. Alors, tu viens de confirmer, Philippe, parce que j'ai pu lire dans des livres de Sigmund Freud, où celui-ci explique que habituellement les gens intelligents s'entourent de gens plus intelligents qu'eux, ce qui leur permet de progresser, et que les gens qui ont des déficiences, qui sont plutôt bêtes, qui n'ont pas la capacité, il y en a en France, M et M, celui au deuxième. Lui s'entoure d'imbéciles, bah évidemment, comme ça il est le roi. Donc oui, Sigmund Freud, en fait, voilà, ouais, a complètement raison, et tu viens de réaliser, la véracité de ce qu'il raconte. Merci Philippe. Oui, oui, et puis tout simplement dans l'histoire, il y a des cas, tu parles de la France effectivement, mais je prends l'exemple de Louis XIII par exemple, qui était un homme tout à fait normalement intelligent, hein, mais qui s'est entouré de plus intelligents que lui. Il fallait du courage pour ça, c'est-à-dire faire confiance à un homme qui va vous dire non, sire, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Donc ça veut dire accepter, avoir une certaine abnégation par rapport à ce que va dire le conseiller choisi, mais accepter de lui faire confiance. Et c'est ce que fera Louis XVI. Il s'en portera bien parce que Richelieu, le cardinal de Richelieu, était véritablement un homme de génie. Et c'est un mot qui est souvent galvaudé, mais à son égard, le mot n'est pas galvaudé justement. Donc voilà, ça c'est un exemple de faire confiance à plus intelligent que toi, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, sachant qu'à l'époque de Louis XIII, c'était une question de vie ou de mort, car les Habsbourg poussaient très fort pour absorber la France, et Richelieu les en a empêchés. Ça a été un des cas nombreux d'ailleurs dans l'histoire de la France où il a fallu s'appliquer à essayer de ne pas changer de gouvernance et de ne pas changer de maître. Voilà, donc ce que c'est que de faire confiance à plus intelligent que soi. Voilà. Alors après, qu'est-ce on peut se poser différentes questions compte tenu des temps qui nous occupent. Alors il y a des choses qui se passent aux États-Unis d'Amérique, il y a des choses qui se passent dans les pays des BRICS. Hein, les BRICS, je ne rappelle pas qui ce sont. Hein, ce sont les Russes, les Chinois, les Brésiliens, etc. Et les Indiens également. Et toute une série de pays qui sont en train de s'allier, qui font des alliances économiques, qui font des alliances commerciales, qui ne font pas d'alliances politiques. Il n'est pas a priori pas question de faire des alliances politiques. Chaque pays garde ses prérogatives, évidemment, et son chef. Et parmi tous ces gens-là, il y en a qui regardent de l'autre côté de l'Atlantique en se disant est-ce qu'ils vont pas nous tirer dessus? Et puis inversement, du côté de l'Atlantique, les Américains, ils disent est-ce que par exemple, ils sont pas en train de nous préparer un sale tour? Ce qui fait qu'on est en train de nager dans une sorte de méfiance généralisée, et que l'arrivée de Monsieur Trump, normalement, est censée soulager cette méfiance tout simplement par le truchement du dialogue. On attend que Monsieur Trump et Monsieur Poutine se rencontrent. Pour l'instant, Monsieur Poutine, il a l'air d'attendre, mais pour l'instant, son téléphone ne sonne pas. Ça viendra sûrement, on attend. Hein. Dans l'intervalle, les services secrets s'agitent et ils font des rapports en disant attention, ça bouge. Il y a des sous-marins du côté des câbles souterrains, figurez-vous, des câbles sous-marins sont l'objet de toutes les attentions. Pourquoi? Parce que ce sont d'énormes câbles par lesquels transitent évidemment toutes les communications continentale de Internet et essentiellement d'Internet, même si on veut parler aussi de la téléphonie, etc.
Donc, ces câbles sont l'objet d'une surveillance déjà mécanique, parce qu'il peut arriver plein de choses au fond des océans. Hein. Un petit coup de nageoire d'une baleine un peu trop puissante pourrait éventuellement détruire des câbles. J'imagine qu'ils ont prévu tous ces coups-là. Par contre, les coups du Nord Stream 2, ça, ils sont en train d'y réfléchir. Alors, qu'est-ce que c'est que le coup du Nord Stream 2? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un gazoduc qui venait qui transportait le gaz de la Russie vers l'Europe. Et ce gazoduc a explosé. On a tout de suite accusé la Russie d'avoir fait exploser le gazoduc qu'elle avait construit pour alimenter l'Europe. Déjà, sur le papier, c'était pas très crédible. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plus quelque chose d'éventuel. On sait que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont fait sauter Nord Stream 2. Bon, voilà, pour des raisons pratiques, parce qu'ils voulaient pas que l'Allemagne et la Russie se mettent en collusion contre eux, tout simplement, d'un point de vue commercial et économique, ça les gênait. Donc ils n'hésitent pas, ils font sauter les choses. Et aujourd'hui, les bruits qui courent, c'est il pourrait bien y avoir une coupure. Une coupure de quoi? Alors, je vais laisser notre ami Sylvain introduire le thème de ce soir et on va enchaîner là-dessus. Bruno le Dissuant, par rapport à son voyage qu'il a fait aux États-Unis avec le peuple Hopi, comme quoi nous serions sauvés le jour où la Terre comprendra une grosse toile d'araignée. Alors évidemment, ça représente Internet, mais on se pose aujourd'hui cette question, si nous n'aurions pas peut-être un jour une privation de celui-ci. Internet pour toujours? Point d'interrogation, voilà le titre. Internet pour toujours, point d'interrogation. Effectivement, donc pour toujours, c'est-à-dire qu'on part du principe que la structure fonctionnera tout le temps. Donc il n'y a aucune structure qui fonctionne tout le temps. La Tour Eiffel, qui n'en est une, hein, a vocation un jour à disparaître. Je ne sais pas de quelle façon, mais elle disparaîtra soit volontairement, soit par accident. Mais elle disparaîtra un jour, le plus tard possible, évidemment. Mais elle fait partie d'un réseau. Elle fait partie d'un réseau hertzien. Voilà. Alors aujourd'hui, Internet pour toujours, on se pose évidemment la question par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises intentions des uns envers les autres? Et qu'est-ce qui se passerait si jamais on coupait ne serait-ce qu'un petit câble ou un gros câble, mais juste un gros câble, pas tous les autres? Qu'est-ce qui se passerait? Quelles incidences ça aurait dans tel et tel pays? Qu'est-ce que ça couperait? Alors l'Internet, une coupure d'Internet, c'est pas l'électricité, c'est pas non plus la radio, parce que la radio ça continuera. Vous pourrez écouter votre chaîne principale quand vous voulez de radio et vous aurez toujours le courant pour l'alimenter. Donc ça, c'est pas Internet. Par contre, Internet, c'est pratiquement tout le reste, quoi. Toute la communication. Donc là, si on tombe en panne de communication, c'est le bazar alors, soit dans une partie de la planète, soit dans toute la planète. Parce que couper Internet quelque part, on sait quand ça commence, on sait pas où les conséquences se terminent. C'est-à-dire que si je décide, comme si j'avais cette capacité de dire je vais couper le câble à tel endroit, quelles seraient les conséquences? À mon avis, elles seront plus nombreuses que ce que j'imagine. Donc c'est pour ça que ça ne me vient pas à l'idée de le faire. Et je me dis que les protagonistes, ceux qui ont la capacité technique de le faire, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Je suis pas sûr. C'est un peu comme il y a un tas de choses qui sont intervenues au cours du temps et en particulier récemment, qui ont fait que les hommes ont calmé leurs ardeurs d'être violents, hein, c'est-à-dire de pratiquer des violences, comme par exemple ce qui est arrivé à l'époque au temps de monsieur Reagan, le président des États-Unis d'Amérique, monsieur Reagan, dans les années 80, 70-80. Il a inventé la guerre des étoiles. Alors c'est quoi la guerre des étoiles? Il avait fait un dôme tout autour de la planète avec des satellites de partout et qui pouvaient viser la Russie et tuer la Russie, alors que la Russie n'avait pas les moyens de tuer les forces du bien, comme on les appelait à l'époque, hein. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et ça a été un premier coup, je dirais, mais même un coup de bélier définitif, puisque l'URSS de l'époque était déjà exempt d'un point de vue strictement financier et a demandé grâce, quoi. C'est-à-dire qu'elle a dit je ne peux pas suivre, je peux pas mettre sur le tapis une technologie qui coûte un tel prix, on n'a plus l'argent pour ça, donc on est battu. Un petit peu comme aux échecs, on met le roi en travers pour signaler que je suis mat en 3 coups, quoi. Donc j'ai perdu, j'avoue ma défaite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça a donné par la suite la chute du mur de Berlin, Gorbatchev, la perestroïka, etc. Pour aboutir à ce qui se passe aujourd'hui. Alors avec un gros changement depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, avec le passage à la gouvernance de monsieur Poutine, qui lui a vu les choses différemment. Et lui, il a fait quoi? Il a fait des ogives, c'est-à-dire des obus qui vont à Mach 20.
Alors, il faut savoir que les obus, aujourd'hui, moyens, qui partent d'un char, etc., c'est à vitesse du son, c'est Mach 1. Puis après, les avions, oui, les avions, ça va plus vite. Alors, ça peut être Mach 2, Mach 3 quand tout va bien. Mais au Mach 20, on sait pas faire. Donc, ça veut dire que si on sait pas faire, à ce moment-là, si je reprends l'exemple précédent, il y a un des deux camps qui doit mettre un genou à terre et qui doit mettre son roi en travers sur l'échiquier en disant, là, je suis battu. Parce que si toutes vos ogives vont à cette vitesse-là, elles me toucheront moins avant que j'ai le temps de vous toucher, vous. Et elles seront détruites en l'air mes ogives seront détruites par vos ogives. Donc voilà, ça c'est un. Alors après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la capacité avec HARP, qui est une technologie de pointe évidemment qui intervient sur notamment les intempéries. Et tiens donc, et beaucoup de gens le disent que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur des intempéries, que ce soit à Valence en Europe ou que ce soit aux États-Unis récemment, c'est issu d'une technologie. Parce qu'il n'y a pas de raison que tout arrive en même temps, même si on explique les choses par un refroidissement ou un réchauffement prétendu climatique de la planète qui serait dû à l'activité humaine. Ça, c'est pas vrai. C'est pas dû à l'activité humaine, c'est parfaitement naturel quand il y a des réchauffements et des refroidissements. Mais par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est qu'on ait dans un mois d'intervalle 4 interventions majeures d'ouragans et de tempêtes à des endroits différents. Ça, c'est pas naturel du tout. On en convient. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a une arme qui s'appelle HARP et qui peut à tout moment, selon que la menace qu'on aura en tant qu'État, qu'on aura donné à un autre État en lui disant si tu fais pas ça, moi je vais t'envoyer un coup de HARP. Eh bien, cette menace-là, elle a existé. Elle existe peut-être encore. À mon avis, elle n'existe plus pour très longtemps parce que c'est une question de rattrapage technologique. C'est qu'un pays était seul à savoir faire il n'y a pas très longtemps. Demain, il sera à 2, 3, 10 à savoir faire et la menace va tomber. Et on continue. Donc voilà. Donc on est sur ces choses-là. Alors. Aujourd'hui, on en est aux intentions, c'est-à-dire que si jamais demain il y avait une coupure d'Internet, ça gênerait y compris celui qui l'émettrait. Vous avez bien compris qu'on est dans une série de conséquences qu'on ne mesure pas. C'est un peu comme la bombe atomique. Si on la fait péter, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y aura plus personne. Après, on n'aura que les yeux pour pleurer, et encore, on n'aura même pas la conscience de pleurer, quoi. Par contre, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui dans des camps qui ont perdu une partie de la guerre ou qui sont en train de la perdre, notamment en Ukraine, grâce justement à des ustensiles, à des matériels de guerre qui sont plus performants que ceux de l'OTAN, pour parler clairement. Donc ces gens-là, ils se disent quoi? J'ai deux solutions, c'est soit je profite de ma force et je vais faire le même chantage qu'on m'a fait à moi, à celui qui m'a fait le chantage avant. Donc on est à la course à l'armement, là, on est dans une logique de cours d'école, mais c'est exactement cette logique-là qui prévaut aujourd'hui. Et ceux qui sont en passe de tout perdre et qui ont déjà perdu les élections aux États-Unis d'Amérique sont en train de glisser le long du tronc de l'arbre, là, et ça va pas du tout, quoi. Ils ont beau s'accrocher, ça glisse, et ça va vite. Donc il faut pas qu'ils tombent par terre. Comment faire? Certains sont tentés à des solutions extrêmes. Monsieur Poutine pourrait imposer sa loi. Que fait Monsieur Poutine? Il attend. Il attend les propositions de Monsieur Trump, qui a dit beaucoup de choses, et dont on attend nous aussi d'ailleurs, la concrétisation de toutes ces choses-là. Donc il attend parce que lui, il raisonne différemment. Il dit, non, mais si j'appuie sur le bouton, bien sûr que je vais gagner la guerre, bien sûr que je vais détruire un pays, mais je vais aussi détruire des clients, je vais détruire toute une civilisation, je vais détruire une philosophie, et je vais détruire le genre humain. Est-ce que j'ai envie de détruire tout ça juste pour me trouver beau? Non, lui, il n'a pas envie de ça. N'a pas envie de ça. Donc, ce qu'il veut, c'est garder des clients, garder autour de lui des êtres humains, etc., etc. Mais les ramener à une certaine forme de conscience que jusqu'à maintenant, de ce côté-là, en tout cas, on n'a pas eu. Voilà. Donc, lui, il attend probablement, très probablement, ce genre de réaction. Donc, Internet pour toujours, j'ai envie de dire, si on se ramène au bon sens, non. Enfin oui, Internet pour toujours. Il va falloir continuer. On a besoin de communiquer, surtout en temps de crise. Rappelons-nous le téléphone rouge entre Moscou et entre Washington. Il y avait une ligne directe avec un câble sous-marin spécifique dédié, etc., etc. Même la Terre pouvait exploser, le téléphone rouge aurait toujours existé. Bon, il a été utilisé évidemment pendant le problème de la guerre la baie des cochons, ce qu'on a appelé la baie des cochons à Cuba. À Cuba, absolument, avec la disposition de fusées qui était éventuellement tournée vers la Floride et qui pouvait constituer un danger immédiat pour les États-Unis d'Amérique, ce que Monsieur Kennedy a tout de suite dit, non, c'est pas possible ça.
Donc il y a eu un bras de fer, il y a eu des échanges, et ils se sont parlé entre hommes, si je puis me permettre de cette expression. Parce qu'aujourd'hui on ne sait plus si c'est des hommes ou pas tout à fait des hommes, c'est pour ça que je dis ça. Là c'était vraiment des hommes, et ils se sont parlé entre eux, et ils sont arrivés à la conclusion qu'il valait mieux pour l'en russe faire demi-tour pour ne pas aller jusqu'à l'affrontement et détruire l'humanité, hein, ce que M. Poutine ne veut toujours pas faire. Et donc, ça s'est terminé comme ça, et M. Kennedy a obtenu pour ça le prix Nobel de la paix, qu'on aurait pu aussi remettre à M. Khrouchtchev, mais c'était pas la mode à l'époque de remettre des prix à ses ennemis. Donc voilà, donc cet Internet aujourd'hui pour toujours, oui, ben on espère, mais ça sera pas forcément le même. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure d'Elon Musk. Nous savons tous que M. Elon Musk a été mandaté récemment et il y a quelque temps pour reformater, refonder en quelque sorte un nouvel Internet avec un système de satellites autour de la Terre qui aurait été plus performant que ce dont nous disposons aujourd'hui. Les satellites ont été posés après la pose de câbles. Donc ça pose d'autres problèmes. Alors que dans le futur, ben, on peut imaginer qu'il n'y aura plus de câbles. Donc déjà, il n'y aura plus de coercition possible matériellement, physiquement sur les fonds sous-marins. Mais on peut imaginer que désormais on sera prisonnier ou en tout cas tenu de passer par un réseau certes efficace, certes facile à protéger, certes supérieur à l'autre. Alors ça par contre on savait pas ça, que le réseau de Monsieur Elon Musk serait supérieur à toutes les satellites qui sont autour de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis sur une orbite beaucoup plus basse. Il est beaucoup plus près de la Terre, et que par là même, d'un point de vue strictement technique, d'après ce que j'ai lu, hein, je parle par rapport à ce que j'ai pu en entendre et en lire, eh bien, la vitesse de transmission de son et lumière, d'ailleurs, de la vitesse et son, est beaucoup plus rapide parce que il est à une distance 3 ou voire même 4 fois plus courte de la Terre par rapport aux autres satellites qui sont beaucoup plus loin. Et donc, il capte des informations avant eux. Et donc, captant les informations avant eux, il peut en faire un usage beaucoup plus militaire, si je puis dire, hein, ou civil, mais qui permet d'avoir la main, comme on dit. C'est lui qui a la main sur ces réseaux-là. Et surtout les réseaux satellitaires. Donc voilà, parce qu'il est en orbite basse. Voilà. Donc il a fait ça très bien. Et aujourd'hui, on s'est dit, ben, deux choses. Il va nous demander combien, ce monsieur, pour passer par son système à lui, qui va payer la taxe. Il va payer. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne posséderait pas en main un autre outil, comme on a parlé tout à l'heure des ogives à Mach 20? Est-ce qu'il, lui, n'aurait pas, à ce moment, maintenant, des nouvelles cartes en main en tant qu'associé de M. Trump pour dire, bah, si jamais vous m'enquiquinez, on ferme tout Internet en appuyant sur un bouton et c'est moi le patron. Donc on retombe sur la guerre des chefs de la cour de récréation, c'est-à-dire qu'on a monté des choses énormes pour être supérieur à l'autre dans un domaine ou dans un autre, par un domaine ou par un autre, ce qui fait qu'à un moment donné, on est en mesure de dicter notre loi à l'autre. Voilà. Alors l'autre, ça peut être nous, hein, parce que nous on est dans l'autre, faut pas se leurrer. Hein. On a beau être les soi-disant très bons amis des États-Unis ou l'inverse, que les États-Unis et que ce soit nos bons amis, mais on a beau avoir tout ça, je suppose que s'il y a des intérêts économiques, politiques, stratégiques en jeu, Monsieur Trump n'hésitera pas une seconde à les mettre en avant pour éventuellement faire des choses qui seront au détriment de nos pays, de notre pays, de la France. Voilà. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors je vois déjà à ce moment-là, après cet exposé que je n'avais pas prévu de faire, mais que j'ai fait quand même, je voudrais vous demander votre avis sur la question. Eh bien, je vais reprendre un petit peu tes paroles, Philippe. Tu as parlé d'Internet, du téléphone rouge. Alors oui, ce sont deux formidables moyens de communication, mais ils sont dangereux. Bah oui, parce qu'il peut y avoir des mouchards dessus ou des paratables, tout simplement. Moi, je pense qu'il vaut mieux préférer la bonne vieille méthode. Alors, soit moins efficace, celle du bouche à oreille, mais là, au moins, on est sûr que personne nous entendra, quoi. Il n'y a pas de problème. Moins efficace, hein, j'ai dit. Hein. Il faut pas croire que je suis anti-progrès. Hein. Jean-Pierre, nous entend-il? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, 5 sur 5, tu peux y aller. On n'est pas surveillé par M. Musk. Tu peux y aller. D'accord. Alors, je vais vous montrer. Ah ben non, je peux pas vous montrer. Ah, c'est bizarre, ça. J'aurais bien aimé vous dire allô la Terre, ici la Lune, mais bon. Bon, on est pas loin. On est quand même pas loin. Ouais. Ah, là, on est dans 50 nuances de gris, quoi. Il n'y a pas de problème, on est bien. Bon, et alors, il y a une très belle lune ce soir, là où je suis. Que je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas grave.
tout dure un temps, effectivement. Comme la coquille d'un œuf dure un temps, et après le poussin crève lui-même sa propre coquille pour avoir le droit de vivre à l'air libre. Et donc Internet va durer un temps. Et Internet est venu dans notre chemin d'évolution pour nous dire tout est possible. Il y a dans des fréquences élevées des informations de tout ce dont nous avons besoin. Et rien ne nous empêche d'imaginer que notre corps est capable de faire pareil ou mieux qu'Internet. Qui n'a pas pensé à quelqu'un et juste à ce moment-là, le téléphone sonne et c'est la personne à qui nous pensons. Je voudrais bien trouver sur Terre quelqu'un à qui ça n'est jamais arrivé. En tous les cas, moi, ça m'arrive souvent. Et donc, si nous sommes attentifs à ce genre de fonctionnement, un jour, probablement, notre espèce n'aura plus besoin d'Internet. Et dans ce cas-là, évidemment que Internet disparaîtra comme tout ce qui n'est plus utile à notre humanité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je nous invite, nous tous, y compris moi-même, à porter attention à ces instants où nous sommes connectés et où nous ne pouvons que le constater, puisque, hop, je pense à quelqu'un qui m'appelle à ce moment-là. Il m'est arrivé personnellement que mon téléphone appelle lui-même, sans que j'appuie sur aucun bouton, il était éteint. Ou que le téléphone d'une personne en détresse m'appelle. Ça m'est arrivé. Et je vous invite à porter vraiment attention à ce genre de phénomène qui nous affranchiront d'Internet. Merci d'avoir entendu. Alors ça arrive aux gens sur Facebook, ils regardent quelque chose, un sujet bien précis, puis par la suite ils ont plein de propositions du même sujet. Oui, c'est les algorithmes forcément qui travaillent et qui font ce genre de choses. Alors attention quand même avec Internet, parce que oui, on peut le couper, mais l'oligarchie, elle, aura toujours la possibilité de communiquer grâce à cet Internet. Il y a des routeurs, des choses comme ça. On peut couper ça aux personnes comme nous, aux petites gens, etc. Mais ceux qui font partie de petits nombres, eux, continueront à en profiter forcément. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que à la question qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a plus de communication Internet et que on n'a pas encore suffisamment de capacité individuelle pour se passer d'Internet, parce que là, je partage complètement le point de vue de Jean-Pierre sur le fait que bientôt on n'en aura plus besoin, parce on sera prééquipé. Vous savez, il y avait les voitures qui avaient l'équipement, le prééquipement, et celles qui ne l'avaient pas. Ben non, demain on sera des voitures prééquipées. On sera capable de faire de la télépathie, la télépathie qu'on utilise d'ailleurs dans le film, le feuilleton Star Trek, dont je rappelle, le livre de monsieur Michael Salak, qui parle non pas de Star Trek, pas directement, mais qui parle de l'auteur de Star Trek et qui parle de télépathie. On a tous vu ce feuilleton. Eh bien, demain, oui, on sera probablement en situation. Mais si aujourd'hui on ne l'est pas. Donc, admettons que par un coup de folie ou par un coup de mauvaise plaisanterie, il y en a un des deux entre monsieur Poutine et monsieur Trump qui décide de couper Internet en plein milieu pour isoler l'autre partie. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'internet, on peut plus accéder à nos destinations préférées. On est sorti du jeu, quoi, en quelque sorte. Alors, et je me souviens d'une réflexion de Iota ici présente qui avait dit qu'est-ce qu'on fait quand tout s'écroule? On va où? Tu te souviens de ce que tu avais répondu à cette question-là? Bah, je te laisse te dire, Iota, à ce moment-là. On va forcément à sa mairie. Exactement. On va à sa mairie. Donc, il faut créer des points de rencontre, évidemment, et le premier réflexe de chacun, c'est de dire, je vais aller voir ce qui se passe à la mairie. À la mairie, je peux y aller à pied, si j'ai plus d'essence, ou on peut tous y aller. Il y aura forcément d'immenses rassemblements en mairie pour venir prendre un certain nombre d'informations, déjà. Il y en a, et pour pouvoir agir derrière, quoi. Et communiquer ensuite à part des petits bouts de papier. C'est-à-dire qu'on va laisser des bouts de papier de Philippe à Jean-Pierre, à telle heure, tel jour, rendez-vous, je te donne rendez-vous, tel jour, machin. Il faut que Jean-Pierre aille aussi à la mairie, évidemment, donc que ça soit la même mairie de préférence. Mais voilà comment les choses vont probablement se passer. Il y a d'autres solutions alternatives, peut-être éventuellement plus sympathiques, mais qui marcheront moins bien à mon avis, c'est d'aller se donner rendez-vous au bistrot du coin. Le problème, c'est que si on se donne rendez-vous au bistrot du coin, et qu'il y a un problème logistique, parce que derrière, s'il n'y a pas de communication derrière, on peut avoir des problèmes de logistique, d'approvisionnement. Ça peut arriver aussi, hein. Il faut se dire que c'est techniquement possible. On risque de pas rien avoir à manger ni à boire dans un café, dans un bistrot. Voilà. Et voilà ce qu'il risque d'y avoir.
Donc, il vaut mieux se donner rendez-vous directement là où est le pouvoir politique, même si on y est opposé à ce pouvoir-là, même si on n'a pas voté pour ce monsieur, même si, dans la logique du CNTF-CH, on ne passe pas par des représentants. Mais là, en l'occurrence, ces gens ont l'information. Donc, on n'a pas trop le choix. On va aller voir monsieur le maire. Monsieur le maire qui va nous expliquer, ben voilà, il y a une coupure, il s'est passé ça, voilà ce que je sais, voilà ce que nous savons, on ne peut pas en savoir plus. C'est en cours de réparation. La question qu'aujourd'hui on se pose, c'est est-ce que ce scénario qu'on vient d'évoquer, de l'Internet pour tous, pour toujours, surtout pour toujours, point d'interrogation, ben, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que techniquement, personne n'a envie de couper parce que ça aurait des conséquences énormes. Il n'y aurait même plus de téléphone rouge, à mon avis. Hein. Donc, il faut pas trembler en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si jamais il nous coupe l'Internet et on peut se dire aussi qu'on n'en aura plus besoin pour les raisons qu'évoquait Jean-Pierre. Mais là, il va falloir, à mon avis, attendre encore quelques mois, années, quoi. Voilà, avant qu'on ait la connaissance, la divulgation des capacités qui sont les nôtres et qu'on nous a cachées jusqu'à maintenant. Hein, ce qui fait l'objet d'ailleurs de ce genre de document. Hein, je le reprécise. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à J'ai envie de dire qu'avant Internet, il y avait quand même des capacités de pouvoir communiquer. Alors soit avec moins de confidence, je pense évidemment aux fréquences hertziennes, etc., que les mairies ont gardé d'ailleurs pour communiquer avec leurs employés, et également les gardiens de la paix aussi, puisqu'on voit les grandes antennes sur les gendarmeries, etc. Ça sert à ça. Oui, et puis on peut réinventer des choses simples comme le télégraphe Chappe, alors qui était lui-même une réminiscence de choses qui se passaient dans l'Antiquité, qui était très très prisé notamment en Asie aussi. Hein. Télégraphe Chappe, ce sont des signes, des signaux évidemment standardisés, compréhensibles par ceux qui dialoguent entre eux. Et ces signaux, on les voit entre deux collines, tout simplement. Il y avait des tours Chappe entre de loin en loin qui permettaient pendant la Révolution française, qui est l'époque où ces fameux télégraphes ont été déployés. Eh bien, pendant la Révolution française, on avait une accélération de la vitesse de la transmission de l'information grâce à ce télégraphe, avec des moyens sommaires, mais qui marchaient drôlement bien. Et puis, comme c'était la Révolution française et qu'on n'était pas loin non plus de l'invention de l'aérostat, c'est-à-dire du ballon dirigeable, hein, voilà, les montgolfières, comme on les a appelées plus tard, eh bien, ces montgolfières, elles ont servi à prendre de la hauteur au sens physique et peut-être aussi au sens intellectuel pour regarder ce qui se passait sur un champ de bataille à la longue vue, se faire ramener à terre et dire ce qu'on a vu. Quoi. Voilà comment l'ennemi se déploie. Ça, c'est de la communication. Voilà, donc j'espère qu'on n'en sera pas réduit à ce genre de choses, quoique notre créativité sera toujours mise à l'épreuve ou en tout cas sollicitée selon les circonstances que nous rencontrerons. Parce que le sens de cette intervention de ce soir, c'est de dire que rien n'est acquis, que la modernité n'est pas définitivement installée, et qu'on peut être à tout moment retombé dans une forme de choses anciennes et qu'il faudra bien repartir avec du bon sens logique et se garantir que nous sommes capables de faire des raisonnements encore aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir s'il arrive un coup dur. Alors le coup dur, c'est pas forcément les choses complètement difficiles, mais là, voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va arriver? Non, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, demain, nous n'aurons pas. Nous aurons d'autres moyens de communication qu'Internet. Voilà ce que je crois. Et vous, messieurs, dames, que croyez-vous? Moi, j'espère surtout qu'on ne reviendra pas au sémaphore. Sémaphore. Oui, dans la marine, c'est le sémaphore, oui, tout à fait. Donc, allô, la Terre, ici la Lune. Vous la voyez en tout petit sur ma caméra, à travers des arbres. Alors, je vais étayer mon allocution tout à l'heure par une histoire qui m'a beaucoup interpellé. J'avais vu un reportage il y a très très longtemps. Donc c'est un peuple très primitif qui fonctionne avec un couteau et tout ce qu'il trouve dans la nature, et le feu pour les femmes, le couteau pour les hommes et les feux pour les femmes. On voit une dame qui dit j'ai oublié de dire à mon époux de ramener quelque chose. Et elle s'adresse à un arbre, elle parle à l'arbre, et l'époux ramène le truc en question. Et le journaliste vient la voir en lui disant « Mais pourquoi vous êtes-vous adressé à l'arbre ?» Et elle répond tout simplement « Parce que j'ai pas le téléphone. » Donc, comme quoi, la nécessité est mère de l'invention. Merci d'avoir entendu. Merci de cette lumière, Jean-Pierre. Oui, et puis moi, je voudrais penser aussi aux aborigènes d'Australie qui ont des capacités télépathiques, c'est-à-dire qu'ils savent où sera cette personne à telle heure, voilà, de telle façon. C'est des choses qu'on a vues. Hein. Donc, il y a des savoirs, il y a des capacités, il y a des dons
qui ont été enfouis en nous, volontairement probablement. C'est la raison pour laquelle il faut aller chercher des tribus qui ont longtemps vécu seules et en dehors notamment des Occidentaux, et qui ont conservé un certain nombre de dons et de capacités. Voilà. Donc on va sûrement s'appuyer sur des choses comme ça pour faire évoluer nos propres communications, étant gros à parier que la télépathie fera partie de l'arsenal. Mais il n'y aura peut-être pas que ça. Voilà. Moi, je peux vous dire que j'ai ressenti ce genre de choses justement avec des membres du CNT, puisque un jour j'ai eu un accident et quelques minutes après, une personne m'appelait car elle me sentait en danger. Si ça, c'est pas de la communication, je n'avais rien dit, hein, pas de coup de téléphone, etc. J'ai eu l'accident, etc. Et juste après, la personne m'a appelé en me disant j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti que tu étais en danger. J'étais sur les fesses, ça m'a laissé pantois. Mmh. Des synchronicités, effectivement, extraordinaires. On en reste là, ou avant que Yota veuille rajouter quelque chose? Par rapport à la technologie, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas toute cette technologie. Mmh. Et donc, bon, ben, je m'y suis mise, j'ai appris Internet et tout ça. Mais je reste quand même prudente quant à l'utiliser, c'est-à-dire qu'on se rend compte que Internet est utilisé dans tout, absolument dans tout. Et donc ça risque de faire un choc hein, si on se retrouve sans électricité. Ça risque de faire un choc et de provoquer des histoires dont on ne s'attendrait pas qu'on ne pourrait pas expliquer parce que nous l'utilisons à peu près dans tout. Donc là, il y a effectivement un danger puisque l'électricité, c'est quelque chose, effectivement, il y a 100 ans, on a tous de l'électricité à la maison, on a tendance à s'habituer à ces choses-là, mais c'est bien de garder une petite arrière-pensée, de se dire, il faudrait quand même que je regarde si je suis capable de vivre sans tout ça. C'est une éventualité qui peut nous arriver, c'est de nous retrouver de nouveau sans tout ça. Voilà. À part ça, je trouve la technologie magnifique, évidemment, et mon idée première est qu'on fasse tout pour qu'on la reprenne, nous, qu'on reprenne, nous, l'Internet, ce qui nous garantira au moins que quelqu'un tout seul n'ira pas appuyer sur le bouton pour nous l'enlever. Voilà, politiquement, démocratie et reprise de l'Internet et des systèmes électriques repris par nous, nationalisés et sécurisés. On a déjà eu l'occasion de dire avant-hier que ceux qui ont la puissance, le pouvoir, ce sont des oligarques, hein, tout simplement. Hein, c'est bien M. Trump que M. Musk que M. Poutine. Ce sont des oligarques. Après, ce qui se passe derrière, que de temps en temps ils agissent en faveur de nos intérêts, ou en tout cas pour nous empêcher d'être détruits, possiblement oui. Mais est-ce que nous devons compter sur eux pour nous hisser vers le haut? Non, et ça n'est pas leur job, ça n'est pas dans leur ADN, si je puis dire. Et donc, pour ça, il faut s'aider soi-même, il faut s'élever nous-mêmes, et c'est ce que nous essayons de faire au sein du CNTFCH. On aura d'autres émissions pour en parler très volontiers, quoi. Je viens de penser à une idée affreuse. Si jamais un jour je sors que je n'ai pas d'argent liquide sur moi et que je vais faire des commissions, je ne pourrai pas me servir de ma carte bleue s'il n'y a pas d'internet. Je ne pourrai pas retirer d'argent s'il n'y a pas d'internet, puisque c'est la Banque de France qui vérifie si j'ai les capacités, etc. Et que ça passe par ce réseau-là. Nous serions bien embêtés quand même. Alors, je dirais que ouais, aujourd'hui, nous avons vérifié l'importance et la praticité du réseau Internet, utilisé par de bonnes mains, évidemment, mais qu'il faut quand même s'en méfier et garder quelques avantages, quelques atouts dans notre manche. Des fois que. Quelques modes dégradés qui peuvent servir comme les anciens sabots, vous souvenez-vous, qui servaient à imprimer l'empreinte de la carte. Aujourd'hui, c'est plus possible car elles ne sont plus embossées, les cartes. Il n'y a plus de relief. Elles sont désormais plates. Donc, le sabot a été sans usage pour ces cartes de nouvelle génération. Voilà.
Ça fait pas longtemps, hein, d'ailleurs, que ces cartes sont de cette façon-là. Une année maxi, quoi. Ouais, ça fait 1 an. Moi, j'en ai une comme ça, ouais. Ouais. J'ai Oui, changé. j'ai Oui. payé un jour un potier un peu perdu dans la campagne et il marchait encore au sabot, donc il acceptait pas en hiver les courses parce qu'il y a un recommandé à envoyer qui lui aurait coûté plus cher que ce qu'il avait vendu. Et il m'a dit, j'ai eu le droit de le garder parce que les grandes surfaces ont gardé leurs sabots, ont négocié avec les banques le droit de garder le sabot dans une cave au cas où Internet soit supprimé et qu'ils ne puissent pas gagner d'argent pendant 24 heures, ce qui serait dramatique pour un magasin. Donc, ce gars-là, qui est très humble et très simple et qui fait pas le poids, évidemment, face au système bancaire, a eu le droit quand même de garder son sabot grâce à la prudence des grandes surfaces. Voilà, Alors, merci d'avoir entendu. Merci, on a envie de finir sur une phrase de Brassens. Les sabots d'Hélène. T'es tout crotté. Merci. Oui, merci à vous. J'étais en train de penser aux sabots, j'étais en train de penser à la génération de ma maman, etc., qui, toute jeune, justement, portait des sabots. Vous savez le nom? Ça s'appelait des courtes gueules. Eh ouais. Eh ouais, avec à l'intérieur une espèce de fourrure pour bien tenir chaud aux pieds, etc., quoi. C'est comme ça. À cette époque-là, il n'y avait pas réellement de chaussures. C'était pour les oligarques du village, les chaussures. Merci Philippe, merci Yotta, merci Jean-Pierre, merci pour cette délicieuse émission et j'espère votre présence dans 48 heures pour une nouvelle édition de La France Libre avec le Conseil national de transition français, canal historique. Attention aux imitations, hein. Allez, excellente soirée à vous et rendez-vous juste après le week-end. Avant le week-end, pardon. Bye bye.